Vaccinez-moi, vaccinez-moi, et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, s'il faut mourir. Voilà, vaccinez-moi. Eh bien, ça rapporte ces vaccins anti-Covid. L'ONG Oxfam s'est livré un petit calcul sur les milliardaires de l'industrie de la pharmacie qui ont vu leur fortune monter en flèche durant la pandémie, en se basant sur les chiffres du magazine américain Forbes. Eh bien, Oxfam souligne que 9 nouveaux ultra riches ont vu le jour. Ils sont devenus, grâce à la production de vaccins contre l'épidémie, des milliardaires avec une fortune cumulée pour ces 9 nouveaux milliardaires à près de 20 milliards de dollars, soit 17 milliards d'euros. On en parle avec notre invitée Clémence. Oui, pour en parler avec nous, Sandra Laude-Fernandez, qui est responsable du plaidoyer santé chez Oxfam France. Bonjour Sandra Laude-Fernandez. Bonjour. Bonjour à vous. Alors oui, un mot sur ce calcul que vous avez réalisé. Donc à partir des données du magazine Forbes, près de 20 milliards d'euros, c'est ça, pour 9 nouveaux milliardaires. Exactement. Les vaccins ont vu émerger une nouvelle vague de milliardaires. Donc 9 nouveaux milliardaires, tous qui proviennent de l'industrie pharmaceutique, pour qui les vaccins anti-Covid ont été une affaire assez lucrative. Et cette somme, selon vous, permettrait de vacciner plus 1,3 fois précisément tous les habitants des pays à faible revenu, c'est bien ça ? Oui, en fait, cette somme représente ce qui est nécessaire aujourd'hui pour vacciner les pays les plus pauvres. Or, nous sommes dans un monde fracturé par les inégalités vaccinales. Aujourd'hui, les gens sont vaccinés dans les pays riches. Dans les pays les plus pauvres, les gens ne sont pas vaccinés. Par exemple, moins de 2% de la population africaine aujourd'hui a pu bénéficier d'une dose de vaccin. Donc, ce qui est au-delà de scandaleux, inefficace et dangereux, parce que les inégalités, à cause des inégalités vaccinales, nous sommes tous en danger, parce que le virus peut continuer de se développer et se propager et former des nouveaux variants qui pourraient défier l'efficacité des vaccinations actuelles. Donc c'est à la fois une faute morale, mais aussi un non-sens économique et sanitaire. Alors cette question de l'accès équitable au vaccin, elle sera au cœur d'un G20 sur la santé qui commence aujourd'hui. C'est pas un hasard si vous sortez ces chiffres avant ce sommet. Vous voulez essayer de faire pression sur la communauté internationale ? Oui, exactement, parce qu'il y a quelques semaines, on a pu voir que le président américain, Joe Biden, s'était engagé à soutenir la levée des brevets, ce qui était une avancée extraordinaire pour lutter contre les inégalités vaccinales. Or, l'Europe, aujourd'hui, continue à s'opposer à la levée des brevets et la position de la France demeure assez ambiguë. Donc, le président s'est dit favorable, mais il n'a encore pas affirmé un soutien net, clair et sans équivoque à la demande de levée des brevets portée par l'Inde et l'Afrique du Sud au sein de l'OMC. Donc nous, ce que nous demandons, c'est l'Europe doit choisir le bon côté de l'histoire et choisir de lever les brevets sur ces vaccins qui sont aujourd'hui ce qui a permis en fait de créer des monopoles et donc d'enrichir très fortement l'industrie pharmaceutique. Alors cette question-là, évidemment, de la levée des brevets doit être tranchée par l'OMC. On a notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne qui bloquent surtout. Vous l'avez dit, la France, c'est plus ambigu. Comment expliquer cette position européenne alors que finalement, on sait que les États-Unis, qui, vous l'avez dit, soutiennent cette idée de lever des brevets, eh bien, ont des intérêts peut-être encore plus importants que le continent européen s'agissant de ces vaccins anti-Covid ? En fait, tout est une question de volonté politique et de choix. Est-ce qu'on va faire le choix de défendre des profits faramineux du lobby pharmaceutique, ce qui est souvent le cas dans la question du prix des médicaments, ou allons-nous faire le choix de justement lever les brevets et augmenter massivement la production de vaccins, qui est la seule condition pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça, je pense que c'est cet argument-là, on va dire, de raison sanitaire, économique, qui a fait changer la position américaine. Parce qu'aujourd'hui, pour être pragmatique, il faut lever les brevets, augmenter très fortement les capacités de production des vaccins et vacciner en 1 an l'ensemble de la population mondiale. Et on sait que les brevets limitent artificiellement la production de vaccins. Et il y a plus d'une centaine de sites de production aujourd'hui non exploités qui pourraient contribuer à la production de vaccins. Donc il faut arrêter de protéger l'industrie pharmaceutique qui, en plus, s'enrichit
sur le dos de la pandémie et faire tout en sorte pour que justement les vaccins soient produits en beaucoup plus grand nombre et que nous vaccinions l'ensemble de la planète. Alors l'argument que certains vous opposent, c'est que finalement, eh bien, cette rentabilité liée au vaccin anti-Covid, elle a permis à la recherche eh bien, de développer ces sérums aussi rapidement qu'on l'a vu, et que s'il n'y avait pas cette rentabilité, eh bien, la recherche aurait été beaucoup moins active. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est un argument encore plus indécent parce que pour le cas vraiment en l'espèce de ces vaccins anti-Covid, ils ont été grandement financés par la puissance publique. Donc ce sont des fonds publics qui ont financé le développement de ces vaccins. Et par exemple, la technique de l'ARN messager, elle bénéficie d'années de recherche dans les universités publiques. Donc ici, on est vraiment face à un produit qui a été développé sans risque, presque sans risque par les grands groupes pharmaceutiques, mais par la puissance publique. Mais aujourd'hui, on est face à une situation où les grands groupes ont fait des profits faramineux et presque aucune personne dans les pays en développement n'a pu avoir accès à ce vaccin. Et on voit des très importantes inégalités vaccinales à l'échelle mondiale. Donc, il n'y a vraiment aucun argument qui peut justifier de continuer de protéger cette industrie pharmaceutique qui continue à engranger un grand nombre de profits. Oui, donc Sandra Laude Fernandez, justement, vous le montrez bien, hein, avec ces 19,3 milliards de dollars, l'industrie pharmaceutique s'est enrichie sur le dos de l'épidémie, vous le dites. Est-ce que vous pensez justement que l'influence du Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique, peut aller jusqu'à, on peut le considérer, hein, à bloquer les traitements comme l'ivermectine, puisqu'on a bien vu que pendant toute cette période de la crise du Covid, autant les vaccins étaient mis en valeur, autant tout ce qui était traitement a été mis au banc. En fait, pour ne pas avoir de doute sur justement qu'est-ce qui est efficace et quelle personne peut avoir accès à quel traitement, il faut que les États reprennent le contrôle et que les produits disponibles aujourd'hui soient en fonction de ce qui est nécessaire pour sortir de l'impasse et répondre aux besoins sanitaires aujourd'hui. Il ne faut pas laisser l'industrie pharmaceutique, on va dire, prendre le contrôle parce qu'on le voit. C'est son droit, mais elle est mue par la volonté d'être rentable et faire du profit et donner des rétributions à ses actionnaires. Ce n'est pas ça qui doit guider aujourd'hui les décisions politiques et les décisions publiques. Aujourd'hui, on sait, on a 1 an pour vacciner l'ensemble de la planète. Donc, il faut tout faire en sorte pour que les vaccins soient accessibles et aussi que tout soit fait en sorte pour que les personnes aient accès aux traitements nécessaires pour faire face à la pandémie. Oui, mais justement, donc comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on n'a parlé que des vaccins qui, comme vous l'avez très bien expliqué, rapportent beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique, et qu'en revanche, tout ce qui ne rapporte pas d'argent, parce que c'est déjà dans le domaine public, n'ait pas été mis en valeur et souvent été bloqué par les gouvernements. Est-ce que vous pensez que c'est lié tout ça ? En fait, je pense que l'accent est fait sur les vaccins parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver un traitement efficace justement pour sortir de la pandémie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la question nécessaire et qu'on sait que pour sortir de la pandémie et casser la propagation du virus, il faut vacciner toute la planète. Mais ça n'empêche pas d'avoir aussi la même attention sur la question des traitements et faire tout en sorte pour que les traitements soient accessibles à l'ensemble de la population. Et là aussi, on voit des fortes inégalités sur l'accès aux traitements. Dans les pays africains, il y a un déficit dû à la fragilité des systèmes de santé. Donc, il faut faire tout en sorte pour que les personnes aient accès aux vaccins, que les pays puissent administrer les traitements nécessaires et que tout ça soit fait équitablement et en fonction de l'intérêt général et pas de la rentabilité et des profits d'une poignée de groupes pharmaceutiques. Et vous croyez vraiment que la levée des brevets sera un moyen véritablement efficace pour casser un peu cette logique de la rentabilité qui est inhérente à l'industrie pharmaceutique ? Puisque finalement, ils continueront à produire des vaccins, à les vendre. Et la production de vaccins dans les pays pauvres que vous appelez de vos voeux sera une part finalement assez marginale, non ? Oui, en fait, la levée des brevets, elle a une vertu, c'est de casser le monopole. Et en fait, c'est le monopole et l'exclusivité sur la production des vaccins qui fait que les groupes pharmaceutiques fixent eux-mêmes les règles du jeu. Donc, qui peut produire ou pas ? À quel prix ? Parce qu'il y a aussi la question du prix. De plus en plus, on voit par exemple le prix des doses de Pfizer augmenter. Et comme le Pfizer-BioNTech a le monopole sur ce vaccin-là, il peut fixer librement les règles du jeu. Donc ça a cette vertu-là, c'est de casser les monopoles et faire en sorte que toute
producteurs, toute personne qui puisse contribuer à la production du vaccin le fasse sans être limité par les règles de propriété intellectuelle. Mais ce n'est pas la seule étape et ce n'est pas une fin en soi. Et personne ne le dit. Il faut lever les brevets, mais après, il faudra très rapidement organiser le transfert des technologies, partager le savoir-faire pour justement permettre à plus de gens possible de produire les vaccins. Mais il faudra aussi une question essentielle, c'est financer l'accès aux vaccins pour les pays les plus pauvres qui aujourd'hui ne peuvent pas financer une couverture vaccinale de l'ensemble de leur pays. Et là aussi, il y a une responsabilité des pays riches. Et on le voit, la France, par exemple, elle ne contribue qu'à hauteur de 15% de ce qu'on attend d'elle au mécanisme international ACTA, qui est le mécanisme, et COVAX, qui est le mécanisme qui permet justement d'organiser la solidarité internationale. Donc là aussi, on demande à la France et aux pays riches de contribuer et faire en sorte que aucune barrière, qu'elle soit de propriété intellectuelle ou de financement, ne vienne faire face à la vaccination de l'ensemble de la planète. Merci beaucoup en tout cas, Sandra Lotz Fernandez, responsable du plaidoyer santé chez Oxfam France.